Salut les championnes, salut les champions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour parler d'un sujet qui fait débat, un sujet qu'on va évoquer de plus en plus, car il approche ce mondial au Qatar. La Coupe du Monde fait débat, et fait débat plus que les autres. Pourquoi? On va en parler. C'est un mondial avec des dégâts considérables, un mondial singulier. C'est le premier à se dérouler en hiver, le premier au Moyen-Orient. Il se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, jour de la fête nationale au Qatar. Alors à défaut de boycotter cette Coupe du Monde à 32 équipes, c'est la dernière Coupe du Monde dans ce format. Pour les plus passionnés d'entre nous, c'est difficile de se priver d'un tel événement qui a lieu seulement tous les 4 ans. C'est pourquoi il est important pour nous de s'informer et de ne pas agir en simple spectateur passif des événements. On va commencer donc par dresser une histoire récente du Qatar avant de s'attaquer aux différents points sur lesquels cette Coupe du Monde fait débat. Alors, le Qatar est un pays de 12 000 km² au nord de l'Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, avec moins de 3 millions d'habitants, donc 88% de non-citoyens. Beaucoup d'entre eux sont immigrés d'Inde, du Népal, du Bangladesh, d'Asie ou d'autres pays arabes. Géographiquement, le Qatar est composé d'un grand désert aride et d'un littoral attractif sur le large du golfe Persique. Donc c'est la partie la plus développée du pays, avec Doha, sa capitale, partie du pays également sur laquelle se déroulera cette Coupe du Monde. Alors c'est un pays connu notamment pour sa production de pétrole qui a explosé au milieu du XXe siècle avec la découverte du premier gisement de Doukhane dans les années 30, exploité seulement en 1949 alors que le Qatar était encore sous protectorat britannique. Il faut attendre 1971 pour que la Grande-Bretagne abandonne ses 9 protectorats dans la zone. 7 d'entre eux deviendront les Émirats arabes unis. Les deux autres sont Bahreïn et le Qatar. Alors cela permet au Qatar de s'enrichir. En 1974, le pays prend le contrôle des sociétés étrangères de pétrole sur son territoire et donc va pouvoir profiter à lui seul du profit généré par le premier gisement pétrolier offshore au monde. La production de pétrole va donc exploser dans les années 2000 pour le Qatar et la position géographique du pays, il n'y est pas pour rien. Une position favorable donc dans l'export maritime pour le Qatar. Le Qatar devient un pays riche, son PIB explose jusqu'à 26% de croissance en 2005, mais il est impossible de compter seulement sur la rente d'une ressource épuisable pour le Qatar, et donc le pays va chercher à transformer sa rente gazière en rente financière. Et ce, notamment au travers de fonds souverains, le fonds de Qatar Investment Authority, QIA, qui investit dans plus de 40 pays, par exemple en Chine pour l'immobilier, ou en France pour le sport avec le PSG, PSG club omnisport, hein, bien sûr, il ne s'agit pas que de football, il y a également le PSG handball ou le PSG judo. Ce sont des investissements forts en termes de soft power pour le pays. Soft power puissant également avec l'existence d'Al Jazeera, diffusée dans 140 pays, la chaîne de télé du Qatar, qui a également joué un rôle important lors des printemps arabes en 2011. Contexte dans lequel le Qatar cherche à s'imposer en tant que puissance et prendre le leadership d'un monde arabe affaibli en jouant le rôle de médiateur dans des conflits, par exemple au Liban, ou en intervenant sur le terrain, comme contre la Libye de Kadhafi, en soutenant la rébellion. On remarque également des dissensions avec son voisin de l'Arabie Saoudite, qui s'observent dans l'histoire, par exemple avec la religion, vision différente de l'islam, bien que ces deux pays soient tous les deux sunnites. Les Al-Thani règnent sur le pays depuis le 19e siècle. Depuis 2013, l'émir du Qatar est Tamim Ben Hamad Al-Thani. Et donc ce pays est basé sur la religion et applique la charia dans le droit privé malgré une nouvelle constitution en 2003. Il n'y a toujours pas de parti politique et on remarque un semblant de liberté de culte. On en vient alors à la question des droits de l'homme au Qatar qui va nous permettre d'aborder deux points importants, d'abord les droits des travailleurs et ensuite les libertés fondamentales. Alors donc à travers le droit des travailleurs, on va pouvoir aborder les conditions de travail sur les nombreux chantiers de la Coupe du Monde, dont certains sont organisés par une entreprise française qui est Vinci. Et on va évoquer d'abord la situation des travailleurs migrants dans l'ensemble du pays, dénoncée par l'ONG Human Rights Watch, avec des centaines de milliers de travailleurs migrants exposés à la maltraitance ou à la surexploitation. Depuis 2010, la date d'attribution du mondial au Qatar, le journal The Guardian révèle dans une enquête qu'il n'y aurait eu pas moins de 6500 morts dans le nombre incalculable de chantiers engendrés
par cette Coupe du Monde, pas seulement dans la construction des 8 stades, qui auraient fait au moins 37 morts, ce qui est déjà un chiffre énorme comparé aux autres Coupes du Monde. Ces 6500 morts sont à déplorer dans le cadre de la construction de nombreuses infrastructures liées au mondial, et également dans le cadre de la construction d'une ville de presque 200 000 habitants, la ville de Losail, ville qui accueillera le match d'ouverture et la finale de cette Coupe du Monde. Pour ces travailleurs au Qatar, on va pouvoir parler d'esclavage moderne. Jusqu'en 2016 était mis en place un système de parrainage appelé le kafala. C'était une tutelle sans filiation des ouvriers qui devaient d'ailleurs se taire pour garder leur permis de séjour ou leur droit de changer de travail, se taire sur leurs conditions de travail. Ils étaient soit battus, leur salaire était retenu, ils pouvaient même subir des agressions sexuelles, se voir privés de leur liberté fondamentale. Amnesty en 2013 dénonçait même des travailleurs migrants sans nourriture. Donc en 2016, face à la pression de la communauté internationale, le kafala est aboli, mais le Qatar s'arrange toujours pour ne pas donner la nationalité à ces travailleurs étrangers, la plupart venant d'Asie du Sud-Est, la nationalité qatarienne étant donnée seulement si le père est qatari, ce qui explique le fort pourcentage de non-citoyens, 88%. Pour ce qui est des libertés fondamentales, on remarque une amélioration au cours des années 90, une certaine libéralisation avec la question des femmes, autorisées à voter, à être présentes dans la société, à des postes même importants au sein du gouvernement qatari. Elles ne se voient pas dans l'obligation de porter un vêtement en particulier. Les femmes peuvent également réaliser leur service militaire depuis 2018. C'est un pays musulman à 76%, et donc il applique la loi sunnite, la charia, dans le droit privé, ce qui interdit le sexe hors mariage, et donc l'homosexualité peut être punie jusqu'à la peine de mort pour les musulmans, ce qui pose problème dans cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on a vu à l'initiative de la sélection danoise, et porté par 8 sélections jusqu'ici dans les matchs amicaux, le brassard One Love, qui a été porté notamment par Griezmann face au Danemark, s'érigeant comme un message de paix, mais qui fait débat, car il ne s'agit pas d'un drapeau LGBTE, mais c'est un brassard pour l'inclusion et contre les discriminations, donc au sens large, afin de ne pas heurter peut-être les autorités qataries. C'est un pays donc, qui applique la peine de mort et la flagellation, où un semblant de liberté de culte est mis en place. Le culte différent est toléré au Qatar pour les touristes, pour les travailleurs étrangers, s'ils restent discrets. Et on remarque justement un exemple assez étonnant. En 2008, l'église de Notre-Dame du Rosaire a été construite à Doha. Église sans missionnaire, ni même sans signaux ostentatoires, sans croix, afin de rester discrète. La liberté d'expression est également remise en question au Qatar en 2012 avec le poète Mohamed Al-Adjani, qui a critiqué le gouvernement lors de la conférence de Doha et qui s'est retrouvé puni d'une peine de prison à vie. Au-delà de la situation au Qatar, on peut également évoquer les conditions d'attribution de ce mondial qui font débat, et donc les conditions d'attribution sont remises en cause. Elle a été attribuée le 2 décembre 2010 lors d'un vote, en même temps que la Coupe du Monde de 2018 en Russie, ce qui fut un problème pour revoter la décision des membres de la FIFA de faire jouer cette Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar qui était contre les États-Unis favoris pour cette Coupe du Monde 2022. Alors normalement, les candidatures doivent être étudiées dans le contenu de leur dossier sur des aspects techniques et ne devraient pas être traitées selon différents arrangements entre personnes haut placées. C'est ce qui est reproché à nombreuses personnes, y compris Michel Platini, dont on va voir le cas juste après. D'abord, on va parler du cas du Qatar, qui peut être surprenant donc, pour l'attribution d'une Coupe du Monde, en termes techniques donc, puisque le Qatar n'a jamais été qualifié dans une seule Coupe du Monde. C'est un petit pays de foot, avec une petite population, et donc de grosses contraintes d'organisation, également en termes de température, on verra ça tout à l'heure dans la partie sur l'écologie. D'abord, on a vu des soupçons quant à l'organisation de cette Coupe du Monde dès 2011, révélée par la BBC, avec une accusation portée contre le président qatari de l'AFC, donc c'est la Confédération asiatique de football, donc le président Ben Hammam qui a été radié à vie pour corruption, qui aurait tenté d'obtenir des voix des membres de la CONCACAF, donc ça c'est la Fédération de l'Amérique du Nord, dans le cadre de l'élection du président de la FIFA, questionne donc la possibilité qu'il y ait eu des arrangements entre les Qataris et le président de l'époque, le Suisse Joseph Sepp Blatter. Blatter en 2014 parlait même d'une erreur d'attribuer ce mondial
au Qatar, attribution qui s'est fait, selon lui, dans le cadre de la volonté politique. Son ex numéro 2, Jérôme Valque, dit même que les Qataris avaient, je cite, acheté le mondial. Alors de nombreuses accusations sont donc portées dans le cadre de l'organisation de ce mondial. D'abord, on va voir quelques exemples, à l'image du président du comité qatarien, qui aurait versé 1,5 million de dollars, 3 membres africains du comité exécutif de la FIFA pour changer leur vote, dans le cadre du vote directement pour l'attribution du mondial 2022 au Qatar. On peut également évoquer un déjeuner secret, maintenant qui n'est plus du tout secret, à l'Elysée, révélé par SoFoot et France Football en 2013, dont on entend pas mal parler en ce moment, 10 jours avant le vote d'attribution de la Coupe du Monde 2022. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avec l'actuel émir du Qatar, qui était prince à l'époque, donc le prince Al Thani, et Michel Platini, qui dit ne pas être au courant de la présence du prince avant sa venue. Il est question dans ce déjeuner des intérêts de ces 3 parties. Alors d'abord, il est question du rachat du PSG et de la création de la chaîne beIN Sport pour concurrencer Canal+, ce qui était la volonté de M. Sarkozy. Pour Platini, son fils travaille pour un équipementier qatari de sport, donc Burda Sport. Il a été employé en 2011, donc après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, pour le prince Al Thani, il aurait été question d'obtenir le vote de Platini pour la Coupe du Monde au Qatar, donc sous la pression de Nicolas Sarkozy, selon ses dires. Alors, les résultats donc, du vote au 4e tour étaient de 14 à 18 pour le Qatar, et donc si seulement 4 des voix du Qatar étaient de base attribuées aux États-Unis, le score aurait été différent, il aurait été de 12 à 10 pour les États-Unis, donc une influence sur un petit nombre de personnes a pu faire la différence. 4 votes seulement ont changé la donne. Il y avait la volonté en 2015 de refaire ce vote de la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde de 2018 était déjà attribuée à la Russie en même temps, et la Russie avait grandement entamé ses travaux pour le mondial, donc ce fut impossible. Tout un tas de travaux démarrent alors au Qatar, sur 12 ans, pour l'accueil de la plus prestigieuse des compétitions de football, c'est le mondial de la démesure. Un mondial au Qatar, donc écologiquement pose problème, et toute la logistique qui s'ensuit pose forcément question. Pour la première fois, donc, la Coupe du Monde va se dérouler en hiver, c'est ce qui a été décidé en 2015, car même avec la climatisation en été dans le stade, il est impossible d'accueillir des fans dans une atmosphère de Coupe du Monde sous 50 degrés, donc c'est la moyenne de température en juin dans ce pays, alors que la moyenne est plutôt autour des 25 degrés en hiver. Alors bien sûr, une Coupe du Monde en hiver change les habitudes des supporters, bouscule le calendrier d'une saison de football et n'empêche pas pour autant de climatiser les stades, même si cela va être beaucoup moins le cas. Alors cette climatisation dans les stades elle pose problème parce que les organisateurs avaient promis la neutralité carbone, ce qui est du greenwashing selon le directeur général de la branche française de Greenpeace, Jean-François Julliard dans l'Obs, puisque ce mondial aurait un impact écologique très fort. Donc on parlerait de 3,6 millions de tonnes de CO2 émises durant la compétition, sans compter les navettes aériennes que je vais évoquer juste après. Le mondial au Qatar engendre logiquement la construction de stades à grande capacité également, spécialement pour le mondial, notamment 6 nouveaux stades sont construits, 2 seulement sont rénovés, soit 8 enceintes neuves ou presque neuves dans un pays plus petit que l'Île-de-France. Des stades surtout placés sur le littoral, la distance maximale entre 2 stades est seulement de 50 km. 3 stades sont construits dans la ville même de Doha. On ne va pas remettre en question la construction de nouvelles infrastructures pour un mondial, ce qui arrive souvent, mais ceux-ci sont très rapprochés, on peut douter de leur utilité après le mondial a posteriori. Seront-ils laissés à l'abandon comme ce fut le cas pour le Maracanã rénové qui a servi pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil et pour les Jeux Olympiques de 2016. On sait que le stade de Losail de 80 000 places, trop grand pour le foot au Qatar, pourrait devenir un mélange de cités sportives, de salles de spectacle ou de cliniques selon le Ouest France, même d'écoles. On sait également qu'un de ces stades est démontable, c'est le stade 974. Il est démontable et transportable, il est même pensé pour éviter la climatisation en laissant un espace suffisant entre les sièges. D'autres infrastructures que les stades ont dû être construits pour l'accueil des fans, on pense aux hôtels, aux aéroports, même à la nouvelle ville du coup de Losail, de 200 000 habitants au moins, mais le Qatar n'est tout de même pas capable d'accueillir environ 1 200 000 fans
venus du monde entier, exprès pour cet événement qui est la Coupe du Monde. On apprend fin septembre dans l'Obs l'existence de partenariats avec les États voisins mis en place par le Qatar pour transporter donc ces fans en navette aérienne. Véritable catastrophe écologique, les fans logés dans des États voisins profitant de la Coupe du Monde pour recevoir des touristes pourront bénéficier d'un vol toutes les 10 minutes, soit 160 vols quotidiens, rien que pour le trajet Dubaï-Doha, on parle de 30 vols aller-retour par jour. La Coupe du Monde neutralité carbone est donc grandement remise en cause à juste titre. Alors la solution face à tant de points de discorde pour les fans serait le boycott qui ferait bouger les choses, mais nous ne sommes pas vraiment responsables bien sûr de cet événement. Regarder ne veut pas dire cautionner, bien évidemment c'est un raccourci, mais bien sûr il faut s'en informer de cette situation. C'est dur pour nous les fans de se priver de cette Coupe du Monde. Nous ne sommes pas responsables, mais nous pouvons faire quelque chose. Cela aurait un impact fort, notamment vis-à-vis de la somme payée pour les diffuseurs pour les droits de ce mondial en jouant sur l'audience de ces matchs. Le mondial est l'événement le plus attendu, du sport le plus suivi au monde, et donc cela devrait permettre d'ouvrir les yeux sur la situation au Qatar, sur les conditions de travail des ouvriers, etc., avec pas moins de 3,5 milliards de téléspectateurs attendus qui peuvent être mis au courant de la situation par les médias. Alors le boycott des médias pose également question. On a vu début septembre le Quotidien, qui est un journal réunionnais, mettre à la une de son journal sans nous, et donc annoncer un boycott de l'événement, alors qu'au même moment on a vu l'équipe en réponse à ce boycott, à travers le directeur de sa rédaction, Jérôme Casadieu, parler de mission d'information et donc insister sur la volonté pour l'équipe d'être présent lors de ce mondial au Qatar, car selon lui, la mission d'un média est de se rendre sur tous les terrains pour témoigner de la réalité. Alors le boycott d'une sélection pourrait peut-être faire bouger les choses, mais pour l'instant il est l'œuvre seulement de pays non qualifiés, à l'image de l'Algérie ou de la Norvège. Seulement, pour l'instant, il n'y a pas assez de mobilisation à l'échelle d'un des pays qualifiés pour pousser au boycott d'une des sélections nationales. Alors on a vu un équipementier agir dans la semaine, c'est l'équipementier Hummel, donc du Danemark, avec des inscriptions discrètes sur ces 3 maillots, pour ne pas se retrouver donc affiché dans ce mondial selon la marque. On a également vu sortir cette semaine un 3e maillot noir pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors la marque évoque une couleur parfaite pour faire le deuil donc des ouvriers morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde. Alors voilà, c'était une vidéo seulement pour vous donner quelques éléments de réflexion sur l'organisation de cette Coupe du Monde. À partir de tout ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous comptez suivre ou non cette Coupe du Monde. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, suivre le sport c'est bien, le vivre c'est mieux. Ciao ciao.